Salut les 5e, bienvenue sur cette petite capsule vidéo. On avait entamé au cours passé le chapitre sur la trigonométrie et on va continuer en module distanciel via ce format de capsule vidéo, ce qui permettra d'éviter de faire des lives en direct. Bon, l'avantage c'est que la vidéo tu peux faire pause, si tu n'as pas compris un truc tu peux redire en arrière, etc. Ce qui n'est pas toujours possible lors d'un live. Et en plus, lors d'un live, il me semble que passer 2 heures en live à communiquer via des chats, etc., c'est pas toujours très pratique. Donc moi, ce que je propose, hein, c'est qu'on se connecte de toute façon au début de chaque heure de cours, on se connecte sur le live. Et là, on fait un point sur les éléments que je t'aurais envoyés. Et de toute façon, on se voit au moins en présentiel aussi pendant une fois par semaine. Donc il y a aussi moyen de se faire des points, des questions-réponses lors des moments où on se voit. Et donc lors des lives, on ne va pas passer chaque fois 2 heures ensemble. Ce sera plutôt quelques minutes si vous avez des questions, s'il y a des choses que moi je dois vous partager, etc. C'est plutôt un moment pour interagir. Voilà, alors on avait vu toute une série de choses, hein. On avait vu les petits rappels sur les 4 nombres trigonométriques, je t'ai même envoyé un petit lien avec une animation GeoGebra dans les liens web du cours, tu peux aller t'amuser à jouer avec cette animation. On avait rappelé les petites formules pour les tangentes et les cotangentes, hein, les tangentes, sinus sur cosinus, voilà, je te laisse regarder tout ça, on avait vu ça en détail. On avait introduit des égalités moins fréquentes, coséquentes et séquentes. Les valeurs particulières que tu connais à présent, puisque je t'avais dit au cours passé que tu devais les connaître, je t'ai même donné le petit moyen mnémotechnique pour les retrouver facilement si tu avais un peu la flemme de les retenir par cœur. Et la question avait été posée au cours de savoir mais à quoi correspondent ces valeurs que je suis en train de te montrer ici avec ma souris, les pi sur 6, pi sur 4, etc. J'avais expliqué, mais tout le monde n'était pas là parce que c'était l'intercours. J'avais commencé à donner une explication. Je reviendrai plus tard. Ok, donc ça, c'est une nouvelle unité qu'on introduira, mais pas tout de suite. On y revient dans un instant. On avait vu les formules fondamentales qui est valable pour n'importe quel angle. La somme du carré du sinus et du carré du cosinus, ça fait toujours 1. Et de là, on en avait déduit ces deux formules ici, que moi personnellement, je ne retiens jamais par cœur, mais je sais qu'il suffit que je divise la relation fondamentale soit par sinus carré, soit par cosinus carré, et je retombe sur mes pattes. Voilà, on avait fait les petits exercices, tu les as normalement dans tes notes. On avait fait un petit rappel sur les relations dans les triangles rectangles. Donc ça, c'est du SOHCAHTOA, hein. Le sinus de l'angle C, eh bien, c'est la longueur du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc c'est bien AB sur AC, etc., etc. Ça, normalement, tu connais, je reviens pas en détail là-dessus. Je t'avais rappelé aussi au cours que d'où venait le mot cosinus. Eh bien, par définition, le cosinus, c'est le sinus de l'angle en face. C'est le sinus du collègue lorsqu'on travaille dans des triangles rectangles. Okay, donc la notion de sinus a été introduite par rapport au triangle rectangle, hein, historiquement. Et la notion de cosinus aussi. Donc dans un triangle rectangle, on a un angle droit bien sûr, mais les deux autres angles sont aigus. Et une fois qu'on a décidé que le sinus c'était l'opposé sur l'hypoténuse, eh bien tu peux calculer le sinus des deux angles. Et puis on a décidé d'introduire le cosinus. Eh bien le cosinus c'est le sinus de l'angle en face. Okay, c'est ça la définition historique du cosinus. C'est pour ça que le cosinus de A, c'est la même chose que le sinus de C. Okay, tu vois bien que le cosinus de A, AB sur AC, c'est la même chose que le sinus de C, AB sur AC. Okay, voilà, ça c'était un petit point au cas où tu ne l'avais pas retenu de tes autres cours. Je trouve ça intéressant de savoir que le mot cosinus, on entend le mot sinus dedans, mais c'est le co de collègue. Le cosinus, c'est le sinus du collègue, c'est le sinus de l'autre angle. On avait rappelé la formule du triangle quelconque, le théorème d'Al-Kashi aussi appelé la règle des cosinus, puisque les cosinus apparaissent. C'est une généralisation de Pythagore. Tu te rappelles que si j'enlève la partie où il y a cosinus, mais je retombe sur la formule ici de Pythagore, hein, le carré d'hypoténuse, c'est la somme de carré des deux autres côtés, et eh bien tu vois bien que dans ce cas-ci, je généralise cette formule pour les triangles qui ne sont plus rectangles, c'est du Pythagore généralisé, du Pythagore étendu au triangle quelconque. Et cette formule-là, elle marche aussi pour les triangles rectangles, puisque dans le cas d'un triangle rectangle, le cosinus de alpha, ce sera le cosinus de 90 degrés qui vaut 0, et dans le cas d'un triangle rectangle, cette partie-là devient nulle, elle s'annule, puisque le cosinus est nul, et tu retombes bien sur la relation
de Pythagore. Voilà. La règle des sinus, tu l'avais aussi vu l'année passée en quatrième, ouais, tout ça avait été démontré, on ne va pas le redémontrer. Je te rappelle aussi que tout ceci est formulé de manière correcte pour autant que tu as respecté la convention de représentation dans le triangle ici. Il faut que l'angle alpha, l'angle A, alpha c'est la lettre grecque pour A, l'angle alpha doit être en face du côté A, l'angle gamma, la lettre grecque gamma c'est la lettre grecque pour C, doit être en face du côté C et l'angle bêta doit être en face du côté B. Et une fois que tu as respecté cette convention, alors ces formules-ci sont correctes. D'accord? Donc tu dois pas mettre, tu vas faire quand même gaffe à respecter cette convention et pas mettre tes côtés n'importe comment par rapport à tes angles. Voilà. Bien, un angle dans l'espace, ok, bon ben voilà, je ne vais pas te rappeler ce que c'est qu'un angle, là tu avais très bien compris ce que c'était, bim, et on va revenir sur la découverte du nombre pi, on était arrivé là à la fin du cours passé. Le nombre pi, c'est un nombre très particulier auquel l'homme s'est toujours intéressé depuis qu'on a des traces écrites, en tout cas donc depuis le début de l'histoire. Les Égyptiens s'y sont intéressés, grande civilisation, beaucoup d'apports en mathématiques. Les Égyptiens, je pense qu'ils approximaient pi avec une fraction 22 septième, etc. Puis à un moment donné, c'est la civilisation grecque qui a commencé à rayonner énormément dans les arts, la culture, la puissance économique, mais aussi donc en mathématiques. Et c'est notre ami Archimède qui a proposé une méthode pour calculer le nombre pi. Ça va? Il a utilisé pour ce faire la méthode dite des polygones. Et comment est-ce qu'il a travaillé pour faire cette méthode des polygones? il a, il a dit que pi, en fait, c'était un nombre que je connais pas. D'accord? Au départ, quand on s'intéresse à calculer le nombre pi, tu ne connais pas ce nombre pi. C'est pour ça qu'on lui donne à un moment donné un nom, on ne connaît pas sa valeur. Mais le nombre pi, c'est vraiment le lien entre la circonférence du cercle et le diamètre d'un cercle. Ok, donc on veut vraiment faire un lien entre la longueur une longueur, à savoir la circonférence du cercle, et une autre longueur qui est le diamètre du cercle. Et ce lien-là, il n'est pas si trivial à établir, il n'est pas si simple à établir. Donc on définit pi comme étant le rapport entre la circonférence et le diamètre. D'accord? Donc c'est ce que je mets ici dans mon petit tableau virtuel. Hein. Tu vois devant tes yeux ébahis un petit tableau vert qui apparaît. Voilà, la première chose à savoir, c'est que le nombre pi, historiquement, c'est quand on s'intéressait à l'étude du cercle, et donc dans le cercle, eh bien, le cercle a une circonférence, le cercle a un diamètre. Si je m'intéresse au rapport entre les deux, eh bien ça fait pi. Et le diamètre, tu sais que c'est 2 fois le rayon. Donc le nombre pi, déjà, on pose le problème, on sait que c'est le rapport entre la circonférence et 2 fois le rayon. Ok? Et c'est pas spécialement facile à calculer. Alors on va essayer d'approximer ça avec des choses qu'on calcule plus facilement. Et c'est ce que fait Archimède. Il va travailler avec la méthode dite des polygones. Donc il va essayer de... Parce que ce qui est difficile à calculer là-dedans, c'est la circonférence du cercle. Et donc pour ça, eh bien, notre ami Archimède il va utiliser une approximation par des polygones. Alors c'est ce qu'on montre ici dans le petit dessin, tu l'as dans ton cours, tu l'as pas en couleur, tu l'as en noir et blanc, mais c'est encore plus propre si je te le montre dans GeoGebra ici. Tu vois bien que j'ai un cercle en noir et puis j'ai un polygone inscrit en rouge et un polygone circonscrit en vert. Le polygone inscrit, c'est celui qui est dedans. Inscrit, il est in. Et le polygone circonscrit, il est à l'extérieur. Un circum, ça veut dire autour. Donc en vert, on a le polygone circonscrit. Et tu vois bien que le périmètre du polygone inscrit en rouge, c'est encore quelque chose que je peux facilement calculer. C'est une somme de segments qui ont tous la même longueur. Et pareil pour le polygone circonscrit ici, je peux facilement calculer sa circonférence. Et une fois que j'ai calculé la circonférence de ces deux polygones, eh bien je sais que une fois que j'ai calculé le périmètre de ces deux polygones, eh bien je sais que mon cercle se trouve entre les deux. D'accord? Donc tu vois bien qu'avec mon curseur ici, je fais varier le nombre de côtés. Si je raisonne avec des carrés, eh bien, je vais mettre un carré dans mon cercle, un carré à l'extérieur de mon cercle, et la circonférence de mon cercle, je sais qu'elle va être comprise entre le périmètre du grand carré et le périmètre du petit carré.
Et si je veux devenir super précis, eh bien j'ai qu'à augmenter le nombre de côtés de mes polygones. N égale 7, N égale 8, N égale 9. Et tu vois bien, même graphiquement, hein, qu'à un moment donné, même notre œil ne sera plus capable de faire la différence entre les polygones et le cercle. Ça va, donc dans GeoGebra, ici dans l'appli, j'ai un maximum de 20. Le nombre de côtés de mes polygones réguliers, c'est 20. Et tu vois bien déjà qu'avec 20, eh bien, ce que tu vois ici, ça ressemble méchamment à un cercle. Et on arrive du coup à exprimer la circonférence du cercle qui est vraiment comprise entre le périmètre du polygone inscrit et du polygone circonscrit. Voilà, ça en gros c'est un petit peu la méthode d'Archimède. Mais quel est le lien avec le nombre pi? Tu me diras, mais le nombre pi, il est caché quelque part dans la valeur de la circonférence. Donc là, je vais retourner ici à mon petit tableau virtuel. Si je continue ici, le raisonnement, ben, ce que je viens de t'expliquer, de te montrer dans GeoGebra, c'est que le périmètre du polygone inscrit, il est plus petit que la longueur de la circonférence, du cercle. Et la circonférence du cercle elle-même est plus petite que le périmètre du polygone circonscrit. Ça va? Et on dit ici qu'on a encadré la circonférence. Tu vois bien que la circonférence, je ne la connais pas, mais je l'ai encadrée entre deux choses que je connais. Comme je te l'ai montré, si je prends un polygone inscrit avec un nombre de côtés qui devient de plus en plus grand, ça va devenir de plus en plus proche de ma circonférence et je vais commencer à avoir une idée très très fine, très très précise de ma circonférence. Voilà. Si je continue dans mon petit tableau, alors je vais peut-être un peu zoomer pour que ce soit plus clair, si je continue avec cette idée-là, le périmètre du polygone inscrit, c'est plus petit que la circonférence, mais la circonférence, tu sais bien que c'est le diamètre fois pi, par définition, hein, puisque Archimède avait décidé, enfin pas Archimède, mais pi par définition, c'est le rapport un peu mystérieux entre la circonférence et le diamètre. Ça veut bien dire que la circonférence, c'est le diamètre fois pi. Passe le diamètre, c'est une fraction de l'autre côté, diamètre fois pi égale circonférence. Donc la circonférence qui est là, je peux la remplacer par le diamètre fois pi. Pi, qui est un nombre que je ne connais toujours pas, c'est celui-là que je recherche. Et donc si je veux encore continuer pour vraiment isoler mon inconnu, qui dans ce cas-ci est pi, c'est pi le nombre que je recherche, eh bien je vais diviser toutes ces inégalités par le diamètre. Et donc je vais bien voir que le périmètre du polygone inscrit, que je peux calculer, divisé par le diamètre, que je connais, c'est plus petit que pi, qui lui-même est plus petit que le périmètre du polygone circonscrit divisé par le diamètre. Ça va? Et donc maintenant, pour trouver l'approximation de pi, il suffit de calculer ceci. Et ça, je peux le faire, parce que je dois calculer le périmètre du polygone inscrit. Ok, on peut le faire. Et calculer le diamètre, ça, je le connais de base. Et pareil ici pour le périmètre du polygone circonscrit. Ok? Voilà, et donc ça fait l'objet d'un petit exercice que je te demande de faire pendant cette heure-ci. Donc, c'est vraiment utiliser ce principe-ci que je viens de t'expliquer dans mon petit tableau pour résoudre le problème. Hop, celui-là, je vais le mettre de côté un instant. Voilà, voilà. Bim. Ça va, donc Archimède, il a raisonné comme ça pour trouver des approximations très très précises du nombre pi, et ça lui a permis, tu vois, c'est marqué ici, avec des polygones extérieurs et intérieurs ayant 96 côtés, eh bien Archimède a calculé ça pour des polygones vraiment très proches du cercle, et ça lui a permis de trouver une valeur de pi assez précise pour l'époque en tout cas. Okay, c'était quand même une grande avancée scientifique et mathématique pour l'époque. Donc c'est exactement ce que je te montrais ici. Archimède s'est amusé à calculer les circonférences pour des polygones qui n'avaient pas non pas 12 côtés, non pas 13, non pas 14, mais carrément 96. Donc ça même au-delà de ce que moi je te montre ici. Mais tu vois que pour le calcul qu'il a fait a permis d'avoir une idée de pi très précise, puisque les polygones dont il avait calculé le périmètre avaient vraiment une longueur très très proche de la circonférence du cercle auquel il s'intéressait. Ok ? Bien. Alors, si tu as compris ceci, eh bien, tu es paré pour faire le petit exercice. On fait un petit rappel ici, tu peux lire, hein, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, on fait des
des calculs de pi allant jusqu'à 50 milliards de décimales. Enfin, 50 milliards, je ne sais pas quand ce doxy, c'est pas moi qui l'ai écrit, il date de peut-être il y a une dizaine d'années. Entre-temps, les puissances de calcul des ordinateurs deviennent de plus en plus, enfin, ont une croissance terrible, exponentielle. C'est peut-être plus que 50 milliards de décimales. En attendant, c'est ce qu'on te dit ici, c'est qu'il suffit de calculer les 47 premières décimales pour déjà avoir une précision qui est utile dans toutes les applications que nous, êtres humains, utilisons ou avons besoin. Voilà, on te donne l'exemple ici par rapport à la taille de l'univers connu. Je te laisse lire en détail. Je ne rentre pas dans ces précisions, mais tu peux le lire, c'est intéressant pour ta culture. Alors, petite activité qu'on te propose de faire, on te demande de faire toi-même le petit calcul qu'Archimède a fait il y a plus de 2000 ans de cela. On te demande de dessiner alors deux hexagones réguliers. Un hexagone, c'est un polygone donc à 6 côtés, comme tu le sais. Et on te demande de faire deux hexagones réguliers correspondant à un cercle d'un rayon de 5 cm, c'est-à-dire un diamètre de 10 cm. Okay, donc ça, c'est ton job. Tu vas dessiner un cercle de rayon avec ton compas, un cercle de rayon 5, et tu vas tracer dedans, tu vas dessiner deux hexagones, l'hexagone circonscrit et l'hexagone inscrit. Ça va? Donc, en fait, ce qu'on te demande de faire, c'est exactement dessiner ceci quand j'ai 6 côtés égaux. Voilà. Donc on te demande en fait de redessiner ce que je te montre ici. Tu vois bien qu'il y a un rayon de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le cercle en noir, c'est le cercle que je te demande de dessiner. Et là, tu vas pouvoir, à partir, tu vas mettre un des sommets du polygone sur le point de coordonnées 0,5. Et puis c'est parti. Tu vas pouvoir, avec ton compas, définir des angles de, du coup, les angles ici vont être de 60 degrés à chaque fois. 360 divisé par 6, ça fait 60. Et tu vas pouvoir dessiner ton polygone. Tu vas faire la même chose pour le polygone circonscrit, ça va. Et ça, c'est une première partie en termes de dessin. On te demande aussi de faire la même chose, donc un deuxième dessin, mais cette fois-ci pour des octogones réguliers. Donc on te demande de faire la même chose, cette fois-ci lorsque n vaut 8. Donc c'est un dessin un petit peu différent. Donc ne fais pas tout sur le même cercle. Fais vraiment deux dessins séparés pour éviter que ton dessin soit surchargé et soit illisible. Et une fois que tu as fait ça, on te demande de faire le petit calcul que Archimède, on te demande quelque part, et ce que je veux dire c'est assez beau, on te demande de marcher sur les traces de Archimède. On te demande de calculer donc le périmètre du polygone, une fois pour chaque polygone, c'est marqué ici, une fois pour l'hexagone, une fois pour l'octogone. Donc tu calcules le périmètre du polygone et tu calcules ce rapport-ci, périmètre du polygone sur le diamètre du cercle avec tes connaissances de trigonométrie. Comment est-ce que tu peux utiliser tes connaissances de trigonométrie pour faire ceci? Eh bien, tu vas simplement te rappeler de tes formules SOHCAHTOA. En effet, tu constates qu'ici, tu travailles dans des triangles à chaque fois rectangles. Donc là, je suis dans l'exemple de l'octogone, n égale 8. Donc tu sais bien que l'angle que je te dessine ici, tu vois, sur ma petite main gantée, ma souris gantée, je suis en train de te montrer un angle qui correspond à 45 degrés. C'est 360 divisé par 8. Et tu vois bien le triangle ici a un rayon, pardon, le triangle ici est isocèle, ça va, j'ai un premier côté qui vaut 5, c'est le rayon de mon cercle, un deuxième côté vaut 5, c'est le rayon de mon cercle, et le troisième côté, c'est un des côtés de l'hexagone qui t'intéresse. Donc tu as envie de calculer ceci. Et tu vois bien que ce côté-là, il est intercepté, comme le triangle est isocèle, il est intercepté par la hauteur du triangle ici. Le petit angle ici vaut 22,5 degrés. Bien, une fois que tu es là, tu peux jouer avec tes relations SOHCAHTOA. Avec ta calculatrice, tu peux calculer sinus de 22, cosinus de 22, etc. Bon, Archimède n'avait pas de calculatrice, mais lui, il avait des tables de calcul pour faire ceci. Je t'explique pas le détail de comment il avait calculé toutes ces tables, mais il en avait. Donc lui aussi était capable de calculer de manière très précise un sinus de 22,5 comme s'il avait eu une calculatrice. Ça lui a juste pris beaucoup plus de temps, mais voilà, il avait la possibilité de le faire. Donc toi, tu as ta calculatrice, donc tu sais que tu connais le sinus de 22,5, tu sais utiliser tes formules, sinus et opposé sur hypoténuse, donc l'opposé ici que tu ne connais pas, que tu recherches, divisé par l'hypoténuse que tu recherches, ça va, donc sinus 22,5 égale l'inconnu ici, divisé par 5, ça te permet de trouver ce côté-ci. Une fois que tu as ce côté-ci, tu multiplies par 2, tu trouves le côté
de l'hexagone ici. Une fois que tu as ce côté-ci, tu multiplies, pardon, on est dans un octogone, une fois que tu as ce côté-ci, tu multiplies par 8 et tu as bien le périmètre de l'octogone. Tu fais le même genre de raisonnement, tu raisonnes aussi dans des triangles rectangles ici pour l'octogone circonscrit, toujours avec tes formules de SO, Katoa. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus et je te demande du coup de faire exactement le petit exercice. Tu calcules pour les deux polygones, une fois pour l'hexagone, une fois pour ton dessin avec les deux hexagones et une fois pour ton dessin avec les deux octogones, tu calcules tant pour le polygone inscrit que circonscrit, tu calcules ce paramètre, ce rapport ici, et ça va te permettre d'encadrer le nombre pi. Hein. Et cet encadrement, c'est exactement l'encadrement dont je te parlais, bim bam boum, dans mon petit tableau virtuel ici. Okay, je t'avais un petit peu contextualisé pour pas que tu sois complètement bloqué en lisant l'énoncé. Tu vois bien que c'est ce rapport-là qu'on te demande de calculer pour un nombre n de côté qui vaut 6, et ce rapport-là qu'on te demande de calculer pour un nombre n de côté qui vaut 6, et tu sais que ton nombre pi que tu ne connais pas, il va se trouver entre les deux. Et puis tu refais le même exercice, tu calcules ce rapport-ci avec un nombre n de côté qui vaut 8 dans le cas de l'octogone, et ici, pareil, avec un nombre n qui vaut 8 dans le cas de l'octogone, tu auras trouvé un deuxième encadrement pour pi. Ça va? Et là, une fois que tu as fait ceci, tu as trouvé une approximation de la valeur de pi. Et un petit point encore intéressant qu'on te demande un petit C, c'est de trouver une formule qui te permet de généraliser les calculs que tu as fait en A et B via une formule, quel que soit le nombre de côtés de ton polygone. Ça va? Donc, tu avais dû faire une fois le calcul quand le nombre de côtés n est égal à 6, tu avais fait une fois le calcul quand le nombre de côtés n est égal à 8. Ben, pour le point C, on te demande de trouver une formule, donc de ne pas donner vraiment une valeur avec des chiffres, mais de trouver une formule donc avec quelque part le nombre de côtés qui intervient comme paramètre avec le n qui apparaît, ce qui te permet de calculer une formule que tu pourras utiliser après, et c'est ce qu'on te demande de faire ici, que tu pourras utiliser pour le cas de figure où on utilise cette méthode avec des polygones de 96 côtés. Donc pour la question que je suis en train de surligner ici, tu dois utiliser la formule que tu auras dégagée au point C. Ça va? Donc ce petit point ici, c'est vraiment une réflexion type C3 qui est assez intéressante. J'espère que elle est bien posée, que tu as bien compris. Sinon, de toute façon, on en parle pendant le live. Hein. Donc pendant de toute façon les 2 heures où on est censé avoir cours, même si on n'est pas connecté en permanence en live, je suis toujours attentif à mes Smart School. Donc s'il y a des questions, etc., on peut évidemment en parler. Voilà. Donc ça, c'est le job que je te demande de faire pour cette heure-ci. Je te demande de faire ça de manière assez précise. Tu as du temps pour le faire, tu es chez toi, tu as une feuille, tu as normalement un compas et tout ce qu'il faut. Donc fais des dessins de manière assez précise. Hein. Ne fais pas ça à main levée, mais prends une belle feuille, prends de la place, écris ça consciencieusement et ne me fais pas un brouillon. Donc, éventuellement, tu fais un brouillon pour dégager tes formules, tout ce que tu veux. Mais une fois que tu as trouvé les solutions, je veux que tu sois quand même en mesure de me remettre quelque chose de présentable et de propre. J'insiste parce que souvent, dans le cadre des devoirs, ce sont des choses qui sont un petit peu faites en dernière minute pour copier. Ici, voilà, il y a quelque part une petite dimension artistique puisque, comme tu le vois, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit joli, présentable. Ce que je te montre ici, c'est pas fait à main levée, c'est fait avec un outil informatique. Si toi tu as aussi un petit outil informatique, rien ne t'empêche d'essayer d'utiliser GeoGebra. Hein. Je vous invite souvent à utiliser GeoGebra et je vais continuer à le faire. Mais c'est vrai que dans ce cas-ci, c'est peut-être une petite animation un peu compliquée à faire. C'est peut-être plus compliqué à faire l'animation elle-même que de dessiner ces figures sur une feuille. Voilà. Mais si tu es chaud pour le faire, eh bien c'est cool. Et si tu es capable de le faire et de me faire des print screens, c'est super aussi. D'accord? Donc, voilà, je te demande de me faire ce raisonnement et tu me remettras alors ce devoir au propre la prochaine fois qu'on se voit en présentiel, c'est-à-dire jeudi prochain.
Ça roule? Voilà, tu as une petite prépa à faire qui n'est pas très compliquée. Je te demande juste d'être consciencieux par rapport à cette préparation. Bien, alors, une fois que on est là, moi je vais arrêter cette vidéo ici puisque je termine la petite partie relative à la découverte du fabuleux nombre pi. Je ferme mon petit tableau. Hop, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.